Et bienvenue sur Total Tracks, épisode 5, troisième partie sur la fantasy. Et nous allons démarrer en 1986. Et pour cela, j'accueille Rafik Djoumi. Bonjour Rafik. Bravo, c'est lui, merci. Bonjour à tous. Bonjour David. Et j'accueille aussi Olivier Desbrosses. Bonjour Olivier. Hello, salut à tous. Olivier a déjà commencé à se dessaper. Il était en train de remonter, d'enlever sa ceinture au moment où cette émission a débuté. Ça, c'est l'effet 1986. C'est pour mieux te fouetter, mon enfant. C'est ça. Bon, vous avez l'air très excité, c'est bien, tant mieux, parce qu'il y a énormément de morceaux très excitants à écouter aujourd'hui sur l'univers de la musique de film de fantasy. Alors, nous avons déjà fait 2 épisodes formidables. Donc là, ça sera un 3e épisode d'une durée de 2 heures qui va couvrir l'année, oui, c'est ça, 86-87 en gros. On espère un peu plus. Ensuite, il y en aura probablement un autre, et peut-être encore un autre, et peut-être encore un autre. En fait, vu le nombre de morceaux qu'on a dans notre playlist qui avoisine la centaine, et qu'on arrive à traiter entre 15 et 20 morceaux par épisode, suffit de faire le compte. On est à 5 voire 6 épisodes pour traiter de la fantasy, tout en ne parlant pas trop des films d'animation qu'on se réserve pour une autre émission, tout en ne parlant pas de la mythologie grecque et romaine qu'on se réserve pour une autre émission, tout en ne parlant pas du gothique qu'on se réserve aussi pour une autre émission. On s'est vraiment concentré sur la fantasy. On avait donné une relative définition dans notre premier épisode. Il faut préciser aussi que nos tipeurs découvrent les épisodes en avant-première. Exactement, alors j'allais vous en parler du Tipeee, et je vous en reparlerai aussi à la fin, car nous sommes des crevards et que nous avons besoin de votre argent pour développer Total Tracks. Donc vous allez sur Tipeee, vous tapez Total Tracks, vous allez retrouver ça, et vous pouvez participer ne serait-ce qu'à 1 € par mois. Vous aurez, grâce à cette contribution, déjà les épisodes au moins un jour, voire 2 ou 3 avant tout le monde. Et puis il y a d'autres contreparties. D'ailleurs, il faut que je mette à jour les contreparties datent de mon premier jet du Tipeee en mai, et depuis il faudrait que je mette tout ça à jour. Je vais m'en occuper très vite. En tout cas, on vous remercie, on remercie tous ceux qui déjà contribuent à Total Track. Ça nous aide, ça nous motive, et ça nous donne envie de continuer d'en faire encore plus. Ouais. Et tout ça grâce à Olivier, parce que je compte sur Olivier pour en faire encore plus que nous n'en faisons, mais sans te payer évidemment. Ça tombe sous le sens. Je ne vais nulle part. C'est cela. Et Olivier, on le retrouve parce que vous savez où nous trouver. Vous connaissez nos adresses, surtout nos adresses sur Twitter et sur Facebook. Mais Olivier, on le retrouve aussi à la barre d'un magnifique site internet qui s'appelle underscores.fr. N'est-ce pas, Olivier ? Tout à fait. Bon, tu vois, il répond gentiment, il a l'air pour l'instant assez sage, mais je crains le pire pour la suite. Qui est un site de référence quand même, non ? C'est le site de référence de la musique de film en France. En francophone en tout cas, oui. Oui, francophone, c'est ça. Je sais pas, moi j'ai pas de... Oui, moi j'en ai, et je peux te dire que c'est le site de référence. Il y a beaucoup d'articles, beaucoup d'infos, beaucoup de news, des interviews, voilà, des tas de choses passionnantes pour ceux qui aiment la musique de film. Et ce qui fait aussi d'Olivier quelqu'un de tout à fait valide pour venir nous parler de musique de film derrière ce micro, en tant que rédacteur en chef de ce site consacré en effet à la musique de film. Voilà, underscores.fr, allez écoutez ça, donnez-nous des sous sur Tipeee, c'est important pour notre morale, et croyez-moi, plus on sera heureux et plus on fera d'épisodes. Surtout Rafik. Pourquoi surtout moi? Parce que tu as besoin d'un nouveau PC, Rafik. Il faut absolument qu'on rentre plein de sous. mais vu vu la lenteur à laquelle on avance dans les genres que l'on traite, et vu les sujets que toi et moi on a déjà préparés, je pense qu'on est parti pour 4 ans là minimum. Donc oui, on va avoir besoin de carburer sévère. Tout à fait. Allez. Bon, c'est parti, 1986, une année formidable en matière de musique de film de fantasy, n'est-ce pas, Rafik ? Et on commence par parler d'un compositeur qui nous est très cher. Un compositeur qui nous est très cher pour un film qui a vraiment été emblématique, et je pense qu'il faut insister là-dessus parce que c'était quand même un ovni au moment où ça a déboulé sur les écrans à l'époque. Oui. Même si aujourd'hui c'est vu avec le recul comme un sommet de kitscherie et d'effets exagérément 80s. Je rappelle que ce film était sorti en France, je crois, la même semaine que Out of Africa, qui donnait l'impression d'avoir été tourné en 1971. Et là, déboule le cinéma clip par essence, avec Highlander, réalisé par Russell Mulcahy, qui était donc un des prodiges du vidéoclip de l'époque, tous les clips de Duran Duran, etc.
Donc déjà un visuel festoyant, complètement dingue pour l'époque, j'insiste là-dessus. Et puis des tentatives de mise en scène assez folles dingues. Il balançait ses caméras au bout d'une perche, au bout d'un fil. Il tentait tout, il faisait ce que l'école du clip lui avait appris, effectivement, à rechercher systématiquement l'effet, surstimulant. Donc visuellement, le film est effectivement surstimulant, il est bourré de trop, il y a un trop plein dans Highlander. Mais ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la modernité de cette mise en scène, encore une fois pour l'époque, à côté de la modernité de cette mise en scène, en fait, elle est contrebalancée par une musique symphonique qui le rattache un peu à une tradition. Et je pense que c'était important que la musique aille pas trop dans les... Alors, oui, je suis d'accord avec toi. Elle est entre les deux, encore une fois. Oui, on est entre les deux parce que Michael Kamen, qui est son compositeur, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé dans la musique de film avant, mais qui aussi travaille dans le rock. Qui est un orchestrateur réputé et reconnu dans le rock, effectivement. Il avait lui-même créé... dans les années 70, un groupe qui s'appelait le New York Rock and Roll Ensemble, avec un de ses collègues que nous connaissons sous le nom de Mark Snow, qui plus tard fera la musique d'une série qui s'appelle X-Files. Le New York Rock and Roll Ensemble, je vous invite à taper ça sur YouTube, vous allez vous marrer si vous aimez bien les années 70. Mais là, effectivement, je pense que le premier grand pas de sa carrière, et Olivier me le confirmera, c'est sa collaboration avec les Pink Floyd, et notamment l'album The Wall. N'est-ce pas, Olivier ? Alors, en tant qu'orchestrateur, oui, parce qu'effectivement, il a fait tous les arrangements pour The Wall et ça a mené à toute une partie de sa carrière où il fera ensuite des arrangements pour un tas d'autres albums de rock jusqu'à la consécration qu'ont été les 2 concerts avec Metallica. Tout à fait, oui. Mais avant ça, déjà, il était déjà dans ce milieu-là puisqu'il a joué, entre autres, il a fait 2 tournées avec David Bowie en tant que claviériste. Ouais. Donc, ça a toujours fait partie de son ADN. De toute façon, Kamen ne voyait pas de différence entre le classique, la musique de film, le jazz, le rock. Pour lui, c'était de la musique et si on pouvait mélanger tout ça, c'était encore mieux. Ce qu'il a fait avec beaucoup, beaucoup d'aisance, il a mélangé le rock, le jazz, la musique de film, dans les différentes compositions qu'il a eu à faire pour le cinéma, mais aussi dans ses compositions particulières. Je pense à ce qu'il a fait avec David Sanborn au niveau jazz, qui est superbe. Hein. Il y a un concerto avec Sanborn qui est magnifique. Il y a la collaboration avec Clapton pour les armes fatales également. Et Sanborn. Mais oui, tout à fait. Qui d'ailleurs, David Sanborn, qui faisait partie pendant un temps du New York Ensemble dont tu parlais. Non, mais c'est évidemment, Michael Kamen, on en a déjà parlé, c'est un compositeur qu'on adore. À l'époque, il s'est fait remarquer avec la musique du Dead Zone de Cronenberg. Et donc, c'est le producteur Peter Davis, producteur d'Highlander, qui va vraiment insister pour déjà qu'il va négocier pour avoir le Queen, ce qui est pas forcément évident, parce que c'est pas un alors c'est l'autre partie de la musique du film, c'est les chansons de Queen qui sont formidables. Il y a l'idée effectivement de Queen avait déjà participé à un film qui était Flash Gordon à l'époque, dont ils avaient tiré un album qui s'était très bien vendu, donc il y a un peu une espèce de stratégie de se dire on va reprendre Queen sur un film de fantastique, fantaisiste, ils vont nous faire 4 tubes et en gros ça va lancer l'affaire. Ils y sont arrivés. Alors oui et non, puisque le film va être un échec en salle. Highlander, bah oui, il n'y a qu'en France que le film a marché. C'est marrant. Alors, c'est dû à Christophe Lambert, c'est dû à son acteur principal. En France, du fait de Christophe Lambert, les Françaises, surtout plus que les Français, sont allées voir Highlander en masse et ont assuré un succès au film. Mais ailleurs, il est passé complètement inaperçu. Et c'est en vidéo que le film va vraiment faire sa carrière. Et du coup, l'échec du film fait qu'il était prévu un album avec toutes les chansons de Queen, mais aussi toute la musique de Kamen, qui en fait, la musique de Kamen était, et c'était la spécialité de Kamen, que justement d'orchestrer, etc., à tenter de rendre le truc seamless, en fait, qu'on puisse passer du symphonique aux chansons. Voilà, c'est pour ça que le morceau Who Wants to Live Forever, qui est composé par Brian May, il est réintégré dans le score sous forme... Kamen dirige dans le clip, on voit que c'est Kamen qui dirige la partie orchestrale de ce morceau qui est magnifique. Mais il est réintégré dans l'orchestre de façon très naturelle, en fait, ça choque pas trop et ça marche bien. Mais cet album-là n'a pas vu le jour. Et Queen a fini par utiliser les chansons dans leur album A Kind of Magic, qui est sorti après, en fait. Et la musique d'Highlander, la musique de Kamen, a mis beaucoup de temps à
sorti, n'est-ce pas, Olivier? C'est pas sorti tout de suite. Alors, non seulement ça a mis pas mal de temps, plusieurs années, mais surtout, il y a très peu de choses à être sorties. Il y a peut-être 20 minutes de musique, c'est tout. Et tout le Même reste, dans les dernières versions de l'album? Il n'y a pas de dernière version. Il n'y a jamais eu de nouvelle édition. Il y a des problèmes de droit qui font que c'est probablement lié au fait qu'il y ait du Queen, des compositions de Brian May, etc. dedans. Mais personne n'a jamais réussi à éditer l'intégrale d'Highlander jusqu'à présent. C'est dommage. En tout cas, on va écouter un morceau qui est un des morceaux pivots de ce film, celui où Connor McLeod se fait entraîner par Sean Connery, je me souviens plus du nom du personnage. Il a un nom Ramirez. Ramirez, c'est un espagnol. Et voilà, bon, on va écouter ça, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est-à-dire, c'est un morceau, justement, un morceau qui appelle la musique, puisque c'est une espèce de montage, comme disent les Américains. Et il faut, pour faire le lion, il faut une musique épique qui nous montre qu'il est en train de progresser dans son apprentissage. Oui, et si vous connaissez bien Kamen, écoutez bien, parce que c'est là, dans ce film-là, qu'on voit la naissance de son style. Et ce style, c'est celui qu'il gardera jusqu'à la fin de sa carrière. On peut retrouver l'essence de Kamen dans ce morceau-là et tout au long jusqu'à sa mort en 2004. Alors, un film important, hein, Highlander, parce que ça sort du cadre de la fantaisie médiévale fantastique plus traditionnelle qu'on a pu voir avant, dans les débuts des années 80. Là, il y a du modernisme, ça se passe à travers plusieurs époques, puisque McLeod... Il y a un pitch ingénieux qui permet de faire rentrer toute l'imagerie associée au médiéval fantastique dans le monde moderne. Ce que le comic book avait déjà fait à sa façon. Hein. Le film n'a fait que récupérer comme souvent le cinéma récupère des éléments qui ont déjà été travaillés dans d'autres médias. Mais effectivement, il fallait avoir l'idée, le pitch qui permette cette intégration. Et je confirme que beaucoup d'adolescents, et j'en faisais partie, ont pu fantasmer à l'époque d'être à la fois de jeunes lycéens engoncés dans leur par-dessus dans une ville la nuit, mais secrètement des guerriers accomplis venant d'une autre galaxie ou ça sera pour le deuxième, mais ça vaut mieux pas en parler, hein, on va oublier tout de suite. Non, mais ça joue sur un fantasme profond de double identité. Olivier, tu vas ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter quelque chose parce que c'est un film définitivement rock. C'était vraiment dans le projet dès le départ. La présence de Mulcahy confirmait ça. Mais par contre, ça n'a pas toujours été Queen qui a été prévu. Ah ouais. Au départ, ça devait être Marillion. Qui était un groupe de rock progressif, aussi, un très bon groupe, qui a dû décliner parce qu'ils étaient en tournée et qu'ils ne pouvaient pas participer comme ils voulaient au film. Et ils ont dû regretter. Ils ont dû regretter. Et la prod avait aussi envisagé The Police, Duran et David Bowie. Ah, ce qui nous amène à notre film suivant, puisque David Bowie a participé aussi à un film de fantasy. Un des films préférés de Rafik, je sens. Non, mais vous m'avez complètement renvoyé à une période adolescente chère, hein, puisqu'une chérie m'avait traîné à un concert, et je réalise, dans lequel il y avait à la fois Marillion
et Queen. Donc j'ai eu droit aux deux d'affilée. Pas mal. Ouais. On était au même concert, Rafi. On était au même concert, pas moi, mais moi, celui qui portait la super jolie fille sur ses épaules, c'était moi. Et qui s'est fait cracher dessus par Freddie Mercury, je précise. Parce quand même. il a vidé la moitié de sa bouteille d'Evian sur moi. J'étais un peu trop près de la scène, on va dire. Ouais, ça fait des souvenirs. Ça fait des souvenirs, ouais. Des souvenirs. Bon, alors, restons en 1986, mais passons à David Bowie, allez. Tout autre style de film. Je me fais plaisir puisque nous allons parler de Labyrinthe, produit, réalisé par Jim Henson. Donc, on avait parlé de Dark Crystal dans un épisode précédent, qui est un peu aussi un film fondateur dans son style, avec une musique de Trevor Jones vraiment formidable. Mais là, on récupère à nouveau Trevor Jones, mais alors dans un style très très différent et beaucoup plus synthétique. Beaucoup plus pop. Et on va lui allier David Bowie, qui va faire les chansons. Et moi, je trouve que c'est un... Alors, le film a des défauts. Il est beaucoup moins épique et peut-être beaucoup moins ambitieux dans sa narration. Il est surtout très George Lucasesque. Hein, puisque, oui, c'est produit par George Lucas. Produit par Lucas, où le premier Dark Crystal était produit par Gary Kurtz. Donc, pour tous dans la même maison, voilà, pratiquement. Mais pour tous ceux qui chercheraient la différence entre le producteur Gary Kurtz et le producteur Lucas, qui, rappelons-le, ont fait tous les deux l'Empire contre-attaque, je crois que la différence entre Dark Crystal et Labyrinthe insiste bien sur les univers respectifs de chacun des deux. Tout à fait. Mais moi, j'aime bien Labyrinthe parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes, dont une magnifique photo d'Alex Thompson, qu'on avait déjà vu à la direction de la photo de Legend. Donc, c'est pas un amateur. Non, et puis il faut dire les choses comme elles sont. Toi et on est tous les trois autour de cette table d'anciens adolescents des années 80. Et Jennifer Connelly. Voilà. Donc, Labyrinthe, c'était quand même Jennifer Connelly. Qui était très belle. Voilà, moi j'aime bien le film et la musique dont on se souvient du main title, de l'ouverture, me rappelle aussi que c'était une des premières tentatives d'image de synthèse avec une chouette qui évolue pendant le générique. Et moi je trouve ça assez joli, ça donne ça. Bon, on a reconnu David Bowie. Je vois que Rafik apprécie à sa juste valeur cette musique popesque. Je me petit suicider. Mais non, moi j'aime bien, je trouve ça frais. Et moi j'adore la voix de Bowie. Et je trouve qu'elle s'intégrait bien à la musique de ce film. Voilà, mais c'est tout. C'était une petite madeleine. De toute façon, hein. C'est quelqu'un qui a aussi construit une partie de sa carrière justement sur la récupération de tout un imaginaire collectif très ancré, contes et légendes, SF, etc. Ouais, donc, bien voilà. sûr. Je sais pas si dans la précédente... Bon, on avait parlé précédemment du rôle qu'a pu jouer à la fois le rock et le folk dans les années 70 sûr. Par rapport à la fantasy. Voilà. Ça court jusque dans les années 80 puisque on n'avait pas cité, mais il y a eu un dessin animé des frères Bass qui s'appelait la dernière licorne, The Last Unicorn, qui était une coproduction américano-japonaise avec une musique très folk, voilà, et qui jouait sur cette imagerie-là. D'une certaine façon, Labyrinthe s'inscrit dans cette tradition, en fait. Ouais. Voilà. Donc, en tout cas, en 1986, il y a ces deux films-là, Highlander et Labyrinthe, qui sont quand même des films sans équivoque de style fantasy. Et l'année suivante, en 1987, on va rester un peu dans le domaine du rock quand même. Il y a un autre film qui est l'adaptation d'un livre de William Goldman, dont les éditions Brajon ont fait plusieurs éditions, plusieurs impressions de qualité.
Et ça s'appelle Princess Bride. C'est un film que j'ai particulièrement aimé à l'époque, que j'ai revu récemment, qui reste une madeleine, mais je trouve que le rythme un petit peu lent. Et pourtant, à l'époque, ça a eu du succès, si je me souviens bien, Princess Bride, Rafik. Oui, j'ai le souvenir que ça avait correctement marché. Je n'ai pas le souvenir d'un carton, mais en tout cas... C'est Rob Reiner qui a réalisé ce film, le fils de Karl Reiner, qui avait fait de nombreux films avec Steve Martin au début des années 80. Et Rob Reiner s'était fait connaître avec le documentaire Spinal Tap, qui à l'époque circulait beaucoup en vidéo dans les lycées. Tous les fans de hard rock connaissaient déjà bien ce truc-là, qui met en avant des acteurs qui n'étaient pas forcément des acteurs reconnus en France, beaucoup de comiques issus soit du Saturday Night Live ou de la scène de types comme Billy Crystal et compagnie. Bon, nous, on n'était pas forcément familiers de cette culture-là. Bah non, on les connaissait pas bien. Et il y avait peu de films qui avaient osé jouer le regard un peu citadin cynique postmoderne sur la fantasy. Donc c'était la première fois qu'on avait ce qui ensuite va être récurrent dans le genre, quoi. Je sais pas, même si c'est de la SF, mais un truc comme Futurama, c'est dans la lignée, en fait. C'est-à-dire, on respecte les codes du la genre. La dernière production, d'ailleurs, du dessinateur des Simpsons, la production. Matt Groening, oui. Oui, Matt Groening, le truc de fantasy qu'il a fait sur... Fantasy, voilà. Ouais, ça, c'est très Princess Bride, justement. Exactement. Mais c'était un peu la première fois qu'on avait un film hollywoodien, enfin un film de studio, qui jouait dans cette catégorie de à la fois respecter les contes et légendes, et en même temps les regarder avec une certaine distance. Et la raison pour laquelle on a Mark Knopfler à la musique, outre le fait que c'était déjà un nom bien identifié, puisqu'à l'époque il cartonne, hein, Mark Knopfler, il est à la tête de Dire Straits, avec Dire Straits, ouais. Voilà, qui est régulièrement dans les charts anglo-saxons. C'est aussi que Knopfler a vendu pas mal d'albums. Alors je crois que c'est avant Local Hero. Local Hero, c'était son premier score. Premier score. Et le disque de ce film, c'est un film anglais, dans mon souvenir, Local Hero. Le disque avait été une vente surprise, en fait, parce que Mark Knopfler, justement. Il avait donc c'était un film irlandais, je crois. Ouais. Et la chanson qu'il a faite pour le film a d'ailleurs intégré le répertoire de Dire Straits, oui. A été joué à chaque concert parce que ça a été un carton absolument imprévu. Voilà. Et donc il y a quand même eu l'idée de faire un album qui va vendre avec, ouais. Et ça sera peut-être pas autant de succès que Local Hero, mais c'est une musique très douce, hein, très romantique. On va en écouter un petit bout tout de suite.
Alors on est très loin, Rafik, des accents symphoniques de Highlander, des puissants accents de Kamen, ou alors de la musique très popo, symphonico de. Non mais là, ce qu'on vient d'entendre à la guitare, ça pourrait tout à fait faire l'objet d'une intro d'un slow de Dire Straits. Ouais. Et c'était déjà le cas de Local Hero, qui était un peu dans cette mouvance. Alors je recommande, même si le film a un peu vieilli, je recommande quand même la vision de Princess Bride, qui est un film très sympathique, et parce qu'il y a Peter Falk qui raconte l'histoire en tant que vieux papy qui vient au chevet de son petit-fils malade, qui est joué par Fred Savage, le nom du gamin, je crois, souvenir, qui jouait qui avait sa propre série d'ailleurs à l'époque. Et puis il y a 2 héros magnifiques, même plus que 2, puisqu'il y a aussi Inigo Montoya qui joue l'ami du héros, Mandy Patinkin, et ils sont surtout c'était la première fois qu'on voyait, elle avait peut-être joué dans des rôles avant, mais c'est la première fois qu'on avait Robin Wright en avant, voilà, et qui était un mannequin avant de devenir actrice. Tu croyais pas forcément à ses qualités d'actrice en allant voir le film, mais elle s'en sortait plutôt très bien. Très bien. Et elle a eu la carrière ensuite pour prouver qu'effectivement elle pouvait l'être, actrice. Et Cary Elwes, et je le trouve extraordinaire. C'est un chouette casting nickel, parce qu'il a vraiment la tête d'un beau gosse de production à la Errol Flynn, et en même temps il a le recul nécessaire pour jouer sur la fibre comique. Non, c'est un film sympathique, hein, Princess Bride, rien à dire. Il y a le géant là, français, là, le catcheur français là, qui joue André le géant. C'est ça qui est impressionnant. Ouais, à y repenser, il y a quand même des choses vachement sympathiques dans Princess Bride. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Et donc la même année, il y a un autre film qui sort de fantasy, qui est alors là une pure licence, produit par nos amis Mémé et Yo-Yo de la Canon, du Canon Group, avec Dolph Lundgren dans le rôle titre, parce que Dolph Lundgren avait connu un succès éclair avec Rocky IV 1 ou 2 ans auparavant, et ils se sont dit tiens, il y a bon le blondinet d'origine nordique, on va lui faire endosser le rôle de Musclor, le personnage des maîtres de l'univers tiré de l'univers des jeux de Marvel, de Mattel, pas de Marvel, c'est Mattel. Mattel. Et il y avait est-ce que la série animée datait de la même époque? Elle existait, elle existait déjà, elle était déjà bien installée. Là, on est vraiment dans l'exploitation à fond, puisque donc voilà, on a une ligne de jouets qui décide de créer un dessin animé pour pouvoir vendre la ligne de jouets. C'était ça la stratégie. Et de ce dessin animé qui est un produit dérivé, on va tirer un film. Donc on est ce qui se faisait avant avec La Planète des Singes ou Star Wars, où on commençait par un film dont on tirait éventuellement un dessin animé, dont on tirait éventuellement un jouet. Là, c'est carrément, on a fait le chemin inverse. C'est typiquement années 80 comme process, dans un cynisme total. Hein, c'est la Canon. Hein, on est vraiment chez les marchands de tapis, mais on les aime bien, les marchands de tapis. On les aime bien. Ils ont un côté décomplexé qui donne des films complètement tarés et improbables, et c'est le cas de celui-ci. Dont les maîtres de l'univers, avec Frank Langella qui fait Skeletor. On le reconnaît pas évidemment parce qu'il est sous un masque, sous 3 tonnes de latex sur sa tête. Il y a des personnages impossibles, et puis il y a des effets spéciaux de John Distra qui fait voler Dolph Lundgren sur un espèce de... À un moment, il est sur une planche à roulettes volante, sur une planche volante, c'est complètement barré. Ça se passe à plusieurs époques. Ça se passe sur Eternia, la planète d'origine des maîtres de l'univers, et puis ça se passe aussi sur Terre, parce qu'ils ouvrent une faille spatio-temporelle. Bref, que des conneries. Tu t'en souviens vachement bien. Ah non, mais ça m'a marqué au fer rouge, ce film. Mais surtout, ce qui m'a marqué, c'est la musique du formidable Bill Conti. Alors, Olivier, Bill Conti, qu'est-ce qu'il vient foutre dans cette aventure? Bill Conti, ça a toujours été le compositeur des gros bras et des muscles huilés. C'est vrai, c'est vrai. Puisqu'il s'est fait quand même connaître avant tout par Rocky, pour lequel il a quand même travaillé 5 fois de mémoire. Et donc, naturellement, on est allé le chercher pour faire quelque chose de tout aussi musclé et tout aussi huilé. Alors, il avait fait l'étoffe des héros avant en réadaptant les musiques classiques de Holtz, qu'il a fait un travail remarquable, d'ailleurs, sur l'étoffe des héros. Et puis, on sentait que Bill Conti, alors non seulement pour Rocky, mais qui était, on va dire, une musique liée au sport, donc avec parfois de la batterie, parfois des sonorités plus modernes, mais il maîtrisait parfaitement le grand orchestre. Ah oui, c'est un compositeur qui a une éducation classique tout à fait respectable, mais c'est vrai qu'il s'est laissé aller à faire quelque chose d'un peu plus fusion, un peu plus
orchestralo-pop qui est devenu sa marque de fabrique. Il en a fait un nombre incalculable. C'est des choses que moi je trouve particulièrement réjouissantes en général, justement parce que, comme Rafik disait pour le film, c'est très décomplexé, Bill Conti, la plupart du temps. Alors il a fait des choses très sérieuses quand il a fait Fist aussi pour Fist, Stallone. Fist, c'est de la vraie musique de film. Il faut entendre sérieuse et intense. Et d'ailleurs, je demande si Peter Knight, dont on a parlé dans l'épisode autour de Dark Crystal, n'avait pas bossé sur... il faudrait vérifier sur le score de Fist à l'époque. Parce que le score de Fist est un score très... en fait, ça fait partie de toutes ces scores qui ont été faits au lendemain du carton absolu de l'album Star Wars de John Williams, où en gros, tous les compositeurs d'Hollywood se sont dit, c'est ma chance, c'est maintenant que je vais pouvoir vendre des albums de musique symphonique. Et ils faisaient tous un effort surhumain. Et l'année 78-79, mais peut-être qu'on y reviendra, je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. L'année 78-79, il y a un nombre incroyable de scores symphoniques, mais de poids, quoi, qui sont faits par des compositeurs qui ne nous ont pas forcément habitués à ça. Et quand tu écoutes le Fist de Bill Conti, tu te dis, c'est vraiment Bill Conti qui a fait ce truc, quoi. C'est 10 ans plus tard, avec Les Maîtres de l'Univers, c'est aussi un score symphonique tonitruant. Alors, il y a un thème. On va éviter le thème principal, mais on va écouter un autre morceau qui s'appelle Time to Go, qui commence très doucement, qui commence par une mélodie assez romantique et qui finit en apothéose symphonique. Vous allez voir, ça débouche les oreilles, hein. C'est le nord et le sud aussi, hein. Alors c'est d'une grande légèreté, d'une discrétion absolue. Tout l'album est très tonitruant, mais c'est jouissif, hein. Ça fait partie de ces musiques complètement exubérantes. Patriotes, ouais, on est quasiment au garde à vous quand on écoute Les Maîtres de l'Univers. Et il a récidivé dans plusieurs autres films avec des morceaux tout aussi puissants. Et pour de la série télé, puisqu'il est à l'origine du thème de Dynasty. Alors, qui n'est pas forcément un thème tonitruant, Dynasty, mais celui de son spin-off que j'adore, qui s'appelle Les Colbys. Un jour, on fera un épisode aussi sur les musiques de séries télé. Et le thème des Colbys aussi est quelque chose qui pourrait aller parfaitement bien à Superman. Donc voilà, allez écouter du Bill Conti, ça débouche les oreilles, n'est-ce pas, Olivier ? Non, on devrait faire un épisode spécial Bill Conti. Il y a de quoi faire, ça c'est sûr. Et alors, le truc, c'est qu'il n'était pas très content du résultat des Maîtres de l'Univers, dans lequel il avait quand même beaucoup donné. Puisqu'il n'a pas pu participer à l'enregistrement, il y avait des restrictions budgétaires, c'était comme ça avec Mémé et Yo-Yo. On faisait quand même un peu des économies de bout de chandelle parfois, donc ça avait été dirigé par plusieurs chefs différents en Europe, en particulier avec le Gronko Symphony Orchestra de Munich, dont je crois qu'on a déjà parlé dans la dernière émission, et qui est réputé pour délivrer quelque chose de pas un très bon niveau, on va dire. Et Conti a beaucoup retravaillé une fois qu'il a reçu les enregistrements en termes de mixage pour essayer de sauver le score, mais il n'a jamais été très satisfait de la façon dont ça a été enregistré. Par contre, il est content de ce qu'il a écrit, sachant que lui, il avait en tête le cartoon. Ouais.
il n'a pas vraiment vu le film live tel que nous on a pu le voir en salle. Lui, il imaginait la même chose que ce qu'il y avait à la télé en même temps, c'est-à-dire la série d'animation, un truc un peu too much, un peu ridicule. Et c'est aussi ça qui a donné cette musique extrêmement emphatique. Oui, et dont il a repris... surtout quand on a l'habitude d'écouter d'autres morceaux ou d'autres disques de Conti, il a repris ses mimiques, on va dire. Il a vraiment un style à lui, et il a repris toutes ces harmoniques, tous ces enchaînements et ces accords qu'on avait déjà pu entendre avant dans le Nord et le Sud, dans l'étoffe des héros. Et c'est vrai qu'on retrouve cette espèce de grand remix puissant de ce qu'il avait fait avant. Parce que l'orchestre sonne pas mal quand même, mais c'est peut-être dû au mixage, probablement. On a cité, juste c'était pour préciser que Mémé et Yo-Yo, c'est Menahem Golan et Yoram Globus, et que c'était leur surnom officiel en fait. C'est pas nous qui inventons ce terme réducteur. Oui, ça venait, je crois, du magazine Starfix qui avait commencé à les appeler comme ça. Non, ils s'appelaient eux-mêmes comme ça. Ils s'appelaient comme ça eux-mêmes. Tout à fait, ouais. D'accord. C'était des personnages. Hein. Il y a deux documentaires qui leur ont été consacrés. Et qui sont bien tous les deux d'ailleurs. Alors on va sauter une année, on passe en 1988. Enfin, on saute pas une année, on passe à l'année suivante, pardon. Et on arrive là dans quelque chose d'important parce qu'on retrouve Michael Kamen aux commandes d'une musique pour un film que j'adore personnellement, mais c'était pas la première collaboration. Pas la première, non, avec Terry Gilliam. Gilliam, qui est un réalisateur aussi que j'adore. Tout à fait, ancien des Monty Python, et on y reviendra parce que c'est un peu on rentre dans une période pythonesque là. Pour qui Michael Kamen avait composé le score de Brasil. Formidable score aussi. Qui était un exercice d'équilibrisme assez intéressant, justement dans lequel il mélangeait allègrement musique symphonique très héroïque avec de la samba bossa nova et du jazz, et ça fonctionne sur certaines séquences, ça fonctionne idéalement. Il y a tout un passage avec des machines à écrire et tout ça sur un plan assez célèbre du film. Le film aussi est sur un fil et sur un équilibre entre plein de choses, et d'ailleurs moi j'adore le film personnellement, mais ça a été un échec total niveau exploitation. Dans l'exploitation, oui. Alors en France pas tellement, parce que la France a été un des rares pays où le film est sorti dans la version Director's Cut, en fait, la version de Terry Gilliam, mais il a été entièrement remonté par Sid Sheinberg aux États-Unis, qui haïssait ce film, qui est le film le plus anti-corporation qu'on pouvait imaginer. Et il y a eu une guerre épique entre Gilliam et le studio. C'est jamais simple quand Gilliam s'occupe d'un projet, clair. Ça c'est toujours compliqué. Mais il allait jusqu'à acheter des pages entières du magazine Variety pour insulter les producteurs, quoi, et leur dire rendez-moi mon film. Cette version de Brasil que nous on n'a jamais vue, qui se termine bien, je précise. Hein, elle est sur le coffret Criterion. Voilà. Le coffret, je crois qu'il y a même un Blu-ray, mais en tout cas il y a les DVD de chez Criterion où il y a toutes les versions du film. Il y a au moins 3 ou 4 DVD, donc ça je l'avais. Et je crois que Criterion a dû réitérer la chose sur le Blu-ray. Bon, de toute façon, ce qui reste intéressant, c'est la version européenne, celle qui est sortie chez nous, qui est la version Gilliam, qui est parfaite. Hein. Moi, je considère que c'est un des plus grands films des années 80, Brasil, à plus d'un titre. Mais donc voilà, donc déjà Kamen, c'est normal aussi que sa musique est marquée, parce que justement, il cherchait à l'époque à se faire remarquer. Il reviendra plus tard là-dessus en se disant que, lui, Kamen considérait que sur les années 80, il en faisait un peu trop. Musicalement. Alors, et justement, il cherchait à attirer l'attention à sa capacité à faire de tout. Et sur la musique donc, de ce nouveau film qui est Les Aventures du Baron Munchausen, qui est une production énorme pour l'époque et très très problématique, hein. Il va y avoir des coupes budgétaires sévères, il y a des séquences, des pans entiers du film qui n'ont jamais été finis, hein. Il y avait tout un passage avec les sirènes notamment, etc. C'est le début, on va dire, du Gilliam tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le champion des projets énormes qui se cassent la gueule au fur et à mesure qu'ils avancent, quoi. Kamen va par la suite trouver que il avait donné à la musique un côté un peu trop baroque et un peu trop un peu trop expérimental par moment, et en même temps personnellement
Moi, c'est ce que j'aime dans le pareil. Dans le Kamen de l'époque, c'est qu'il en fait trop, justement. Avant d'écouter un premier morceau, Terry Gilliam, qui vient donc des Monty Python, donc des films comme Sacré Graal, lui-même avait réalisé avec une partie de l'équipe des Monty Python Jabberwocky, donc qui déjà de la fantasy. La carrière de Gilliam, elle se définit à travers la fantasy de toute façon. Et Bandy Bandy, dont on n'a pas parlé parce que la musique n'existe pas, je crois, en CD, et elle n'est pas forcément très remarquable, mais Bandy Bandy, pareil, grand film de fantasy du début des années 80. Magnifique film à découvrir, surtout quand on est gamin. Moi, je l'ai découvert à l'âge idéal. Je sais que je traînais des pieds parce que c'était une nana qui était fan des Monty Python, donc une adulte qui m'avait traîné pour voir ça. Je voulais pas voir un truc des Monty Python, je m'en foutais des Anglais rigolos. Et elle a détesté le film, évidemment. Et moi, gamin, j'ai le cerveau qui a explosé. Donc grande histoire d'amour de toute façon en ce qui me concerne avec Terry Gilliam sur les années 80. On va écouter un premier morceau du Baron qui se situe au début du film. Il y a plusieurs époques, il y a plusieurs endroits. C'est Le Sultan. Juste une chose, on a parlé tout à l'heure de la carrière d'arrangeur de Michael Kamen sur l'album The Wall. Si vous connaissez bien l'album de The Wall et notamment le morceau du procès, The Trial, qu'on a à la fin de l'album, vous allez remarquer que le morceau qu'on a choisi du Born Chosen a le même type d'orchestration au début. Voilà. C'est parti pour Le Sultan. Enfin, pas celui-là. Ça, c'est une chanson. Oui. Torturer's apprentice went his merry way to work one day. Mais c'est aussi pour montrer, Rafik, la variété musicale qu'il peut y avoir dans ce score. Donc il y a des parties chantées avec une espèce d'orgue déliant, et vous allez voir, ça enchaîne sur le symphonique. Donc voilà, alors ce qui est très amusant, c'est qu'on entend bien qu'ils jouent avec l'orchestre, avec des légers décalages entre les instruments. Ça, c'est un truc qui maîtrise parfaitement Kamen, et ce qui donne ce côté non seulement baroque, mais humoristique dans la musique. On entend... exagéré, au début de cette fanfare, on entend un bruit de triangle très marqué sur un des accords, et ça correspond, je m'en souviens exactement, au sourire du baron, avec un éclat, une étoile dans les dents, un éclat rajouté d'ailleurs en trucage. Et voilà, tout ça est orchestré comme un dessin animé, hein. C'est cartoonish à fond. Je pense qu'il y a l'idée aussi de spectacle sur scène, puisque le film joue de la confusion entre le baron qui raconte ses aventures sur scène et le fait qu'on rentre dans le film ensuite et dans ce qu'il est en train de jouer. Et donc cet aspect théâtral, il est conservé dans la musique, et je pense que l'idée de désynchroniser un peu les musiciens sur le morceau participe aussi d'une troupe de théâtre qui est pas forcément justement bien synchronisée, en fait. Il y a un peu de ça. Et l'autre truc, évidemment, pour lequel c'était un projet intéressant pour Kamen, c'est que comme les aventures de Born Chosen l'emmènent dans différents mondes et à différentes époques, etc., enfin à différentes époques, dans différentes strates de l'imaginaire, bah, ça veut dire qu'à chaque fois, il va pouvoir avoir sa séquence musicale particulière et donc jouer d'un style plutôt qu'un autre. Et c'est le cas pour la séquence qui se passe sur la Lune avec Robin Williams. Voilà, et qui est entièrement construite autour de jeux avec les rouages des horloges, en fait, de mécanique. On va écouter ça.
Alors c'est un morceau très long, hein, il fait 4 minutes 30. Oui, ils sont poursuivis par le roi de la lune qui chevauche un vautour à 2 têtes entièrement mécanique. Donc on a les ressorts qui se pètent dans tous les sens. Voilà. Et il joue de tous les instruments typiques utilisés par Carl Stalling sur le dessin animé. Légèrement exubérant, le roi de la lune. C'est aussi pour ça qu'il y a un côté parodique. C'est pas un personnage en demi-teinte, hein, c'est du Robin Williams typique. Donc il en fait 3 tonnes. Et voilà, la scène donne quelque chose à nouveau de complètement baroque. Alors dans le film, il n'y a pas que des passages comme ça délirants. Il y a aussi des passages nettement plus classiques. Quand c'est adapté, bien sûr, à la séquence. Et effectivement, donc la rencontre avec Vénus, premier rôle de notre chère Uma Thurman. C'est son premier rôle. Il me semble que c'est son premier rôle. Elle aussi, c'était un mannequin, un modèle, avant d'apparaître nue. Oui. Magnifiquement nue, telle une Vénus botticellienne sortant de son coquillage. C'est magnifique. Mais dans une séquence qui est jolie. Voilà. Et avant d'inviter le baron à une valse aérienne pour laquelle, évidemment, Kamen fait une valse musique formidable. Alors, on en parlait déjà dans les épisodes précédents. La valse, la danse est quelque chose qu'on trouve de très récurrent dans la musique de films de fantasy. Et dans le baron de Munchausen, ça n'y coupe pas. C'est assez sublime. Olivier, tu voulais dire quelque chose sur cette musique ? Oui. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a toujours un côté grotesque. Dans toutes les musiques qui accompagnent le film depuis le début, les aventures du baron sont surréalistes et franchement grotesques une bonne partie du temps. Et la musique le souligne plus ou moins tout le temps. Et même au début de cette valse, on a un tuba qui fait des trucs un peu ridicules. Et puis Kamen se laisse aller peut-être à la poésie de la scène et le reste est mis en musique de façon beaucoup plus aérienne que le reste du score du film. Ah bah il vole, aérienne et le cas. C'est monté avec Vulcain, interprété par Oliver Reed, qui est en train de trépigner. Donc il y a aussi un côté comique dans la séquence qui est souligné, comme le dit Olivier, par le choix de certains instruments. Oliver Reed en Vulcain, il est génial. Le tuba très lourd, c'est celui de Vulcain qui a les pieds bien ancrés au sol et qui est jaloux de voir sa femme voltiger dans les airs en fait. Mais c'est tout à fait vrai ce qu'Olivier dit de ce moment tout d'un coup où musicalement on s'échappe de la pesanteur. C'est un film à revoir, absolument, le baron de Munchausen. Et la seule autre scène qui est traitée avec le même sérieux, on va dire, c'est la mort du baron. Ah bah oui, à la fin. Pour laquelle Kamen, on va pas l'écouter là, mais il a carrément composé un requiem qui est assez magnifique. Assez magnifique, ouais. Mais le film est sublime. C'est un grand film malade, puisqu'il est quand même assez déséquilibré. Hein, il faut le souligner. Enfin, je pense que un public, on va dire normal, lambda, il y a des moments où il se fait chier dans le baron, il comprend pas comment on est passé d'une scène à l'autre. Voilà, c'est un film qui aurait pu gagner à être resserré, remonté, et puis s'il n'y avait pas eu les coupes budgétaires qui font qu'il y a plein de séquences cruciales qu'on sautait, ça aide pas non plus. Mais il reste quand même des morceaux de bravoure remarquables qui sont dus au génie de mise en scène de Gilliam, parce que il a cet œil et cet univers qui est aussi fort que celui d'un Tim Burton dont on va parler plus tard. 1988, on va laisser de côté pour l'instant Terry Gilliam, mais on y reviendra. Un autre film
plus ou moins important aux yeux de ses fans dans les années 88, peut-être moins important aux yeux de la fantasy, parce que c'est un film un peu gênant quand même. C'est un film très gênant et qui a été très attendu surtout. Alors je sais qu'il y a toute une génération qui a grandi avec. Qui l'adore. Pour qui c'est une Madeleine de Proust, etc. Ce film, c'est Willow, de Ron Howard. Mais il faut se remettre à la place de tous les fans de Star Wars qui avaient eu leur compte en ce qui concerne le space opéra. Ils avaient enfin l'impression que quelqu'un avait compris ce que devait être le space opéra avec la saga Star Wars. Et donc, lorsqu'on a appris que George Lucas avait aussi servi le genre avec Les Aventures de l'Arche perdue, Indiana Jones et Temple maudit, donc un type qui en gros qui comprenait notre culture, comme on le disait à l'époque, se lance dans l'Heroic Fantasy. Donc tout le monde s'est dit, ok, c'est cool. Bon, on va avoir le film d'Heroic Fantasy ultime. Voilà. Et on a eu Willow, donc qui était un mélange de toutes les obsessions de Lucas pour les nains qui sautent dans tous les sens. Hein. Donc là, ça n'était que ça. Alors, bon, c'est un film... moi, j'admets qu'il y a 5 minutes du film que je trouve magnifique, mais... Bon, il y a quelques passages très sympas dans le film. Voilà, j'avoue qu'à la revoyure, ça devient difficile. Plus les années passent et plus ça devient compliqué pour moi. C'est une scène où les personnages sont enfermés dans une cage à la croisée des chemins et on voit des armées passer, en fait, pour aller à la guerre. Olivier me ressort juste une photo de Willow pour me faire marrer. Mais le pauvre Warwick Davis, il est très sympathique. Je me souviens que ce passage dans la cage avait quelque chose... Martigan est enfermé et supplie Willow de le libérer. Il y avait quelque chose de... On y croyait. On croyait à ce personnage, on croyait à ces armées qui allaient en guerre. On avait presque la sensation pour ceux qui avaient lu à l'époque Le Seigneur des Anneaux, que si on faisait Le Seigneur des Anneaux, il y aurait une scène comme ça dedans, où on voit les armées partir vers une bataille au loin, tu vois. Bon, bref. Le reste du film n'était pas... Voilà, c'était encore une fois... comment il s'appelle, le comédien Warwick Davis. Warwick Davis, en train de sautiller avec ses bras trop longs. Ce qui est dommage, c'est se battre contre des dragons en forme de patate. Lucas a voulu, avec Willow, faire son Hobbit à lui. Oui, très clairement, oui. Sauf que ce qui est formidable avec les films de Peter Jackson, c'est que les nains des Hobbits ne sont pas des nains, ce sont des acteurs réduits surtout, grâce à l'informatique. L'intelligence de Peter Jackson, il adapte un texte, donc il adapte un univers qui est déjà cohérent là où celui de Lucas ne joue que sur de l'imagerie, en fait. C'est-à-dire qu'on voit pas l'intérêt de la cohabitation de ces peuples. Ils ont aucune existence organique les uns par rapport aux autres. C'est juste que il faut des fées parce que l'effet c'est mignon, il faut des espèces de Lilliputiens parce que comme ça ils vont avoir des voix rigolotes qui vont faire marrer les enfants. Tout le côté infantile de Williams, qui était déjà présent dans le Retour du Jedi avec les Ewoks, ressort puissance 1000. De Lucas, pas de Williams. De Lucas. Je sais que tu associes souvent John Williams à George Lucas, ce qui est normal, mais ne confondons pas. Voilà. Et d'ailleurs, Williams n'est pas au générique de Willow. Donc ça a été une grosse déconvenue, hein, le film à l'époque de sa sortie. Même en termes de box-office, hein, on n'a pas eu les résultats loin de là de escomptés par le studio. Mais il y en a un qui a quand même tiré son épingle du jeu, je trouve. C'est James Horner. C'est James Horner avec la musique, effectivement, même si c'est pas personnellement ma préférée. C'est une musique qui a de la prestance, très empruntée. Je pense qu'Olivier va nous en parler. Oui, et on va commencer par écouter un petit morceau pour replacer musicalement la composition de James Horner.
Alors on peut le dire, hein, c'est la rencontre entre un compositeur James Horner et un instrument, la flûte de Pan. C'est pas du shakuhachi qu'on entend? Je sais pas. C'est plutôt du shakuhachi. C'est du shakuhachi, hein. C'est un instrument japonais. Qu'il a beaucoup utilisé par la suite. C'est ça. Il a commencé à l'utiliser à outrance dans Willow et après ça ne l'a jamais lâché. C'est ça. Mais il n'y a pas que ça qu'il a utilisé à outrance. Oui. En particulier ici, sa connaissance du répertoire classique est assez, à la fois assez remarquable et un petit peu gênante parce qu'on a tout un catalogue de citations, d'influences plus ou moins marquées. En d'autres termes, il y a du Schumann, du Prokofiev, du Mozart, le Requiem de Mozart, du Bartók, du Grieg, du folklore bulgare, je crois. Enfin, ouais, il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup trop de choses, en fait. On l'a pas entendu parce que le morceau a démarré juste après, mais l'ouverture du film se fait sur des chœurs angéliques qui reprennent ce qu'on avait sur le tout premier épisode avec le morceau de Korngold qu'on avait écouté du Songe d'une nuit d'été, qui était déjà des chœurs Willow-esque. Donc il cite aussi ses aînés dans la musique de film. Mais ça reste quand même un disque important de Horner, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce disque. Schumann, c'est surtout le thème héroïque. Qu'on va entendre après. On va écouter. On va l'écouter tout de suite. On va écouter un deuxième morceau dans lequel on va retrouver le thème. Et c'est aussi alors, les morceaux sont très longs, donc j'ai dû couper dedans. C'est aussi le morceau qui a servi à faire la bande-annonce de Willow, qui avait donné très envie de voir le film. Après, bon, chacun a été plus ou moins déçu à la réception du film lui-même. Donc voilà le fameux thème, les amis, qui donc est tiré de Schumann, c'est ça? C'est ça. Oui. Alors ça pète quand même. De la 9e symphonie, je crois. Et donc. Et alors, si je me souviens bien, moi j'ai un très bon souvenir de la vision de la bande-annonce quelques mois avant la sortie du film. Et comme souvent dans les productions Lucasfilm, comme c'est d'ailleurs encore souvent le cas, je me laisse moins avoir maintenant, mais on était très excités par les images qu'on avait vues et qui étaient très bien montées, très bien arrangées dans la bande-annonce. Bon, la réception du film fut un petit peu différente, mais c'est vrai que le score d'Horner, avec ces très longs morceaux, encore une fois, c'est souvent le cas dans les musiques de films de James Horner. Les morceaux sont très longs. Il y a des choses remarquables. Et il nous a pas déçus dans ces années-là. C'est-à-dire qu'il a commencé avec Crawl. Il y a eu des passages plus rythmiques avec Gorky Park ou Commando. Et puis il y a eu Aliens, qui a été un choc quand même. Aliens, ça a été un choc, même si c'est aussi très très emprunté. Là, tu citais Prokofiev, mais on peut citer aussi Shostakovich parmi les compositeurs qu'il a vaillamment pillés, mais on reviendra sur les dessus. J'oublie de parler de Star Trek, Star Trek 2, Star Trek 3, où il a fait quelques morceaux, mais voilà, magnifiques. Le truc, c'est que même si on retrouvait des influences ici et là, au moins c'était toujours super bien fait. D'ailleurs, je crois que David, on peut le dire pour nos auditeurs, on a l'intention, on ne sait pas quand, mais on a l'intention de consacrer un épisode au sujet du plagiat. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à en dire. Il y aura beaucoup d'honneur. Et surtout beaucoup de positions à tenir, parce qu'on n'est pas toujours contre. Non. Voilà. Et James Horner est un exemple ambivalent, parce qu'il y a des fois, on est très content qu'il plagie. Et qu'il nous fasse redécouvrir des morceaux classiques qu'on n'a pas forcément en tête. Voilà. Et il y a aussi un autre truc assez amusant chez Horner, c'est qu'il s'auto-plagie, il s'auto-pompe. Donc il prend... c'est marrant, si on écoute en 30 années de musique de film, on voit comment il a fait évoluer ses propres thèmes en les
réutilisant, en les réinjectant dans les musiques suivantes, mais quand même, les choses changent, évoluent, et puis il y a des points de pivot, il y a en effet Gorky Park, Aliens, Willow, Titanic, Brainstorm, voilà, des morceaux des films dans lesquels il découvre quelque chose de nouveau et qui va injecter dans ses musiques suivantes pour les faire évoluer. C'est assez marrant. Oui, et puis pour pas finir sur une note négative quand même sur Horner, il faut quand même souligner que c'était il avait un talent très particulier pour servir le film. Ouais, c'est-à-dire qu'il apportait toujours exactement ce qu'il fallait, au-delà du plagiat, des influences ou des réutilisations même de ses propres musiques. Le premier rôle était tenu, c'était de servir le film à merveille. Ouais, c'est vrai, jusqu'à sa dernière composition, on va dire qu'il a géré de bout en bout, qui est celle du film de Jean-Jacques Hano sur les loups, comment il s'appelait, Le Dernier Loup, c'est ça, où je me suis dit, c'est incroyable, après tant d'années, il est encore capable de se renouveler, de faire un score absolument renversant pour ce film. Je ne sais pas si vous l'avez écouté en détail, mais moi j'adore le score du Dernier Loup. Et voilà, je ne suis pas hyper fan du film, mais voilà, James Horner, c'était quelqu'un qui savait servir l'image, et le réalisateur pour lequel il travaillait, et c'était souvent en plus un mélodiste accompli, ce qui fait que contrairement à certains compositeurs où c'est difficile parfois d'écouter sa musique en dehors des films, même si elles servent très bien à l'image, ce qui est parfois le cas de Kamen, où c'est pas toujours évident d'écouter sa musique en dehors du film, et par contre dans le film elle est incroyable. Et James Horner savait faire les deux, et savait non seulement aider les films, mais en plus composer des mélodies qui s'écoutaient en dehors des images de manière remarquable. Voilà. Donc on finit quand même sur une note très positive de James Horner, et on finit aussi sur l'année 88 avec une série télé. Exactement, une série remarquable aussi. Oui, tout à fait, et pas assez remarquée hélas, parce qu'elle est quand même passée un peu inaperçue à l'époque, et aujourd'hui les gens doivent un petit peu... on doit un peu fouiller pour la retrouver. Je sais pas si elle est d'ailleurs disponible en Blu-ray, mais il me semble sorti en DVD, c'était sorti, voilà. C'est The Storyteller, qui était passé en France à l'époque, sous le titre Monstres et Merveilles. Une série faite par le studio Jim Henson, qui était donc déjà à la barre sur Dark Crystal et Labyrinthe. Et qui reprend en fait les contes et légendes, voire des mythologies, en utilisant tout son savoir-faire en termes d'animatronique. Et c'était surtout à l'époque où la télévision était plutôt chiche, c'est le moins qu'on puisse dire en œuvre de fantasy. Ça faisait un choc de voir un boulot aussi professionnel amené sur le petit écran. Et c'est John Hurt qui s'est fait découper le bide dans Alien, qui incarnait remarquablement The Storyteller, le conteur, alors il faut aller voir en VO pour profiter de sa voix, de sa merveilleuse diction, et franchement, alors c'est un peu vieillot dans l'image parce que c'était tourné en vidéo, donc les caméras de l'époque avaient pas la finesse de ce qu'on peut voir aujourd'hui, mais par contre dans la réalisation elle-même, dans les costumes et dans les décors et dans les marionnettes, c'était vraiment vraiment extraordinaire. C'est très difficile de les retrouver en DVD. Aujourd'hui, les DVD sont assez rares, même s'ils ont totalement été réédités il y a quelques années, ainsi que celui qui raconte les légendes grecques, les mythes grecs, qui fait l'objet d'un opus à part. Mais voilà, The Storyteller, c'est Rachel Portman, 1988. Très très belle ambiance de fantasy. Olivier, tu veux nous dire un truc à propos de Rachel Portman ? Ouais. Oui, en fait, Rachel Portman considère que c'est une expérience très importante dans sa carrière d'avoir fait The Storyteller, parce qu'avant, elle était à la télé, elle a fait des téléfilms, des mini-séries, mais rien de très remarquable. En anglais, hein.
on précise, ouais, BBC et Channel 4. Ouais. Absolument. Et c'est The Storyteller qui lui a vraiment mis le pied à l'étrier, qui lui a permis d'une part de se faire un nom, de se faire connaître, de travailler ses compositions dans tout un tas de styles et d'approches et d'atmosphères différentes, et de travailler avec beaucoup de réalisateurs différents, puisqu'il y avait un réalisateur pour chaque segment. Oui, c'est vrai. Et ça a vraiment été le point de départ de sa carrière, qui est une très grande carrière qu'on a pu admirer depuis, alors que le budget n'était pas extensible. Elle avait un orchestre extrêmement réduit. Il y avait en général pas plus d'une vingtaine de musiciens sur les épisodes. Ça ne l'a pas empêché de faire quelque chose d'assez sublime, qui est d'ailleurs ressorti en disque il y a très peu de temps, l'année dernière. Il y a une intégrale sur 3 CD de toutes les musiques qu'elle a faites, d'une part pour The Storyteller et aussi pour la version Mythe grec. À noter qu'elle avait reçu un prix, le Anthony Asquith Award du British Film Institute pour The Storyteller. Rachel Portman étant aussi la première lauréate d'un Oscar pour la musique de film, puisqu'elle a eu l'Oscar en 96 pour Emma, et elle était la première femme à recevoir cette distinction. Mais effectivement, c'est The Storyteller qui l'a vraiment définitivement placé comme quelqu'un avec qui il faudrait compter chez les grands. Et vous faites bien de le remarquer parce qu'il y a assez peu de compositrices de musique de film. Il y en a, mais il y en a beaucoup moins dans un pourcentage qui est comme souvent, comme ça marche un peu comme avec les réalisateurs. Quoi. C'est-à-dire celles qui ont réussi à s'imposer l'ont fait souvent au prix d'un travail de très longue haleine, on va dire, et sur des années, mais on les citera en temps et en heure dans cette émission. Alors, on arrive à la fin des années 80, on va attaquer les années 90 et je me dis que c'est le bon moment pour faire une pause et vous donner rendez-vous au prochain épisode, puisque comme ça on attaquera la décennie 1990 avec des films extraordinaires, vous verrez, il y en a encore plein évidemment. Rafik, Olivier, merci beaucoup d'avoir participé, ça sera un épisode un peu plus court, mais tant mieux. Comme on ça, est en vacances. On est en vacances et n'oubliez pas de tiper, puisque je sais que vous aimez tiper. Tipons. Tous ensemble, donc Total Tracks Tipeee. Évidemment, vous nous retrouvez sur tous les réseaux possibles et imaginables pour télécharger des podcasts, c'est-à-dire SoundCloud, iTunes, le flux RSS de Total Tracks, évidemment, et puis aussi sur YouTube, quand je pense à uploader le programme. Ça met plus de temps sur YouTube, j'attends d'avoir la fibre pour être plus à l'aise. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à nous écrire trackstotal@gmail.com et à nous retrouver sur les réseaux @trackstotal pour Twitter. On est aussi sur Facebook, Total Track sur Facebook. Voilà. Vous avez aucun problème pour nous contacter. Sur cette saga estivale, on n'a pas de blind test en fin d'épisode. Non, parce que sinon on ferait trop de cadeaux et on serait ruiné. Mais le blind test reviendra. Exactement. Merci encore à tous et je vous dis à la prochaine émission. À bientôt.